Bonsoir à tous. Je vais vous parler un petit peu de biodiversité et d'interrelation entre l'humain et la biodiversité. C'était ma leçon inaugurale au collège qui s'appelait « Biodiversité de l'océan et la forêt à la cité ». Alors, il y a des choses, pas mal de choses qui se sont passées depuis, ça fait quand même plus d'1 an maintenant. Et c'est vrai qu'on a toute une série de papiers très récents qui sont sortis sur ces questions-là. Et c'est vrai que ça s'active beaucoup. Alors, je dirais que ma remarque générale préalable, on est pas mal bon pour faire des états de la planète. Hein. On les fait de mieux en mieux. On a des descripteurs, on a parlé d'indicateurs cet après-midi, j'ai beaucoup aimé ça, qui fonctionnent de mieux en mieux. On a une vision pas si mauvaise que ça de ce que fait l'humanité sur cette planète. Mais on n'avance pas beaucoup en matière de solutions. C'est-à-dire qu'on peut en avoir quelques-unes, mais on ne les met pas en œuvre. On n'acte pas beaucoup. Hein, c'est un petit peu la remarque, c'est comment va-t-on passer maintenant de ces constats qu'on fait à des actions. Et vous verrez qu'en fait, où qu'on aille, vous aussi, Radien, et puis tous les autres qui sont là, on bouge beaucoup. Hein, donc on rencontre des tas de gens, un agriculteur sur le Merapi avec Gilles, à Java, on est en Amazonie, on est au Nourag, au Guyane, on est en Inde récemment, on est au Pérou, on est en Colombie, et tout le monde, qu'on discute avec un petit pêcheur de base, un agriculteur, un chef d'État, on en a vu 5 à Paris la semaine dernière, c'était la semaine de l'Amérique latine, ou avec un ministre, we have to change. Hein, tout le monde reconnaît qu'on ne peut pas continuer comme ça, que si on continue comme ça ne se passe pas bien. Alors maintenant, vous imaginez, on en a un petit peu débattu cet après-midi ici entre nous, comment change-t-on? Et la vraie question, elle est là aujourd'hui. Donc quelques images pour démarrer sur des écosystèmes. Ma première remarque, c'est de toujours bien faire prendre conscience que la biodiversité, ce n'est surtout pas une liste d'espèces dans un écosystème particulier ou un catalogue. Hein. C'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil que ça, en fait. Je dis souvent que la biodiversité, de la façon la plus simple pour la définir, c'est tout l'ensemble des interactions que tous les êtres vivants ont établies entre eux avec leur environnement. Les virus, les bactéries, les protistes, Tara Océan ramènent quand même peut-être 600 000 séquences de petits ARN qui peut-être pourront être traduits en 600 000 espèces nouvelles pour l'océan, alors qu'on ne connaît pas 300 000 aujourd'hui. Donc les protistes, qui font une énorme partie de la diversité sur cette planète Terre. Puis après, bien sûr, les champignons, les plantes et les animaux qu'on connaît bien, dont on a parlé beaucoup cet après-midi. Donc, en définition la plus simple que j'ai pu trouver en 2008, je dis, c'est la fraction vivante de la nature. Donc j'ai mis 2 écosystèmes qui sont les plus riches en nombre d'espèces par surface. Là, je vous ai mis l'écosystème corallien au sud de la Calédonie. On est dans le récif du Grand Sud. Là, on peut trouver 5 à 6 000 espèces vivantes décrites par kilomètre carré de surface de récif. C'est intéressant, le récif corallien en mer, parce que c'est moins de 1%, largement, moins de 1% de la surface de tout l'océan mondial, et c'est au moins le tiers des espèces connues dans l'océan. Donc vous voyez le rôle fonctionnel de l'écosystème corallien dans le milieu océanique, qu'on peut comparer aux grandes forêts tropicales. Et si on prend les 3 grands gisements au monde, que sont le bassin du Congo, tout ça connaît bien le CIRAD, l'Amazonie en Amérique du Sud, et les 2 grandes îles que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'un côté et Bornéo de l'autre, on a à peu près 40% des espèces décrites aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Moi qui préside un des 3 plus grands musées de la planète, c'est des questions qu'on nous pose souvent. On connaît, déposées, décrites, accessibles à tous, dans les musées, un peu plus de 2 millions d'espèces aujourd'hui. Voilà, c'est la base. Qu'est-ce que ça vaut? On peut en discuter. On sait bien que c'est loin d'être la réalité. On connaît 2 millions d'espèces. Je répète, bactéries, protistes, champignons, plantes et animaux. OK, ça c'est une première chose. Alors il y a des groupes où on a à peu près fait le tour. Sur les oiseaux, par exemple, on décrit une espèce à peu près une tous les 3 ans. On a dépassé 10 000 espèces d'oiseaux. Donc on peut dire qu'on connaît le nombre d'oiseaux sur la planète. On peut en trouver encore beaucoup. Les mammifères, on a dépassé les 5 000 avec des caractéristiques. Plus de 20% des mammifères connus sont des chauves-souris. Intéressant ça quand même. Qui ont laissé très peu de traces fossiles. Donc ça nous relance sur le débat justement des faunes du passé. Elles se fossilisent très mal, les chauves-souris. Elles font une grande partie des mammifères. On sait aussi que les invertébrés marins du bord de mer sont extrêmement bien fossilisables, les bivalves, les gastropodes, les échinodermes. Donc ils surestiment la présence de ces genres d'organismes marins dans les séries fossiles. D'autres sont beaucoup plus... Les insectes, c'est quand même pas très facile à fossiliser, on a des séries particulières, mais pour vous montrer que c'est très compliqué de passer des séries fossiles aux séries actuelles, et pourtant c'est vital aujourd'hui, puisque la réponse qu'on se pose, c'est comment partent les espèces. Il y a un travail qui est sorti la semaine dernière, sur lequel je vais revenir, dans Science, qui a calculé les taux de disparition des grands vertébrés de façon assez précise. Et bien sûr, si on connaît leur taux dit naturel d'extinction, ce qu'on appelle le bruit de fond, on peut imaginer aujourd'hui les dégâts qui sont faits en matière d'extinction provoqués par les activités humaines. Alors quand on parle de l'humain aussi, vous qui êtes au CIRAD, c'est toujours l'humain
et son agriculture. L'humain tout seul, c'est toujours les animaux domestiques qui sont avec les humains, les plantes d'intérêt agronomique qui sont avec lui. C'est tout ça l'ensemble de l'activité humaine. Avec bien sûr, maintenant, le fait que ces humains se réfugient ici, donc dans des villes. Alors, si je prends l'écosystème terrestre le plus riche en nombre d'espèces, c'est la Colombie. Aujourd'hui, on a des zones en Amazonie de semi-altitude, vers 1000 mètres, où on peut peut-être retrouver 50 000 espèces au kilomètre carré. On sera toujours beaucoup plus élevé en nombre d'espèces sur les continents que dans l'océan. On pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez, même si nos collègues de Tara la ramènent peut-être 800 000 descriptions de protistes. On a repris les mêmes techniques sur des sols récemment. Ça explose, on sature les machines en rien de temps. Ça veut dire qu'on va garder à peu près la même proportion, 2 fois plus d'espèces connues dans les sols du monde aujourd'hui que dans l'océan. Et là, quand on regarde en ayant les mêmes techniques qu'on a utilisées avec Tara, c'est à peu près ce qu'on se trouve. Donc il reste là un énorme secteur de protistes à trouver effectivement dans les sols. Tout à l'heure, j'aimais beaucoup quand on parlait des tomates, justement, là, où on disait on faisait des tomates effectivement avec des UV, enfin pardon, de la lumière, pas que des UV, de la lumière et puis sans sol. Oui, effectivement, on peut se priver de sol, mais quel sens ça a au niveau agronomique? Donc, milieu terrestre, milieu marin. Et puis, je vous ai mis ici donc une image d'humain dans ces grandes villes que l'humain habite. Alors, je faisais une conférence à l'École normale supérieure, c'était en octobre 2007, c'est pas si vieux que ça. On ne sait pas quel jour du mois. Mais en octobre 2007, on a basculé d'une humanité rurale à une humanité citadine. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre et de l'humain, il y avait plus d'humains dans les villes que dans les campagnes. Et ça explose aujourd'hui. On sera les 3/4 des humains dans les villes d'ici très peu de temps. Donc, l'écosystème urbain, les écosystèmes urbains, la ville, reprend aussi, bien sûr, un super sujet d'intérêt. C'est là que l'humain, en fait, se concentre à l'heure actuelle. Vous verrez que ce n'est pas son problème. Alors, en fait, cette question de la biodiversité se repose dans une série de questions qu'on se pose en matière environnementale, en matière d'énergie. On a un petit peu parlé tout à l'heure. On a parlé un petit peu d'eau, de climat. On en reparlera encore un petit peu, de pollution. On n'en a pas beaucoup, enfin, un petit peu parlé quand même. On parle d'acidification des lacs tout à l'heure. Et les vraies questions, ce sont ces interactions entre l'humain et cette nature, en précisant dès le départ qu'il n'y a pas une nature ici, un humain à côté. Quand je fais des conférences en Inde, ça fait 4000 ans qu'ils savent ça, les Indiens, que l'humain est profondément ancré dans cette biodiversité. Et ça, on a du mal à l'expliquer en Europe, c'est fondamental. On a des bactéries plein les cheveux et les trous de nez. On est super jolis quand même, il n'y a pas de souci. Mais depuis tout le temps, c'est comme ça. Je dis souvent à mes étudiants, mettez un gros scotch dans votre lit demain matin, c'est génial comme manip. Faites-le. Qu'on dorme à 2 ou tout seul, ça marche très bien. Vous passez votre scotch le lendemain à la bino, ça grouille de trucs. Avec des épines, des poils. Voilà, nous sommes... Un humain, c'est déjà une ode à la biodiversité. Donc on arrête de s'en sortir. On ne peut pas s'en passer. Et ça, c'est fondamental. Il faut vraiment le répéter en permanence. Alors, les gens qui me disent on peut s'en passer parce que nous sommes des Européens développés. Diantre, comment ils feraient l'Européen développé sans ces bactéries symbiontes? On a beaucoup plus de bactéries sur la peau, dans le tube digestif, que de cellules humaines. Et quand je vous dirais qu'un bébé humain à la naissance est 3/4 de flotte, bon, ça devrait rabattre un peu le caquet de l'humain dans son caca, en faisant remarquer que si on est fait de flotte et de bactéries, peut-être qu'effectivement, on pourrait réfléchir un petit peu mieux sur nos relations avec cet environnement dans lequel nous sommes inclus depuis les origines. Il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé dans Science, publié il y a quelques années, c'était il y a 4 ans. J'aime bien qu'on paye des types à faire des manips comme ça, c'est ça que j'adore dans la recherche fondamentale. Ils ont pesé, calculer le poids de tous les mammifères actuels, de tous les individus des 5000 espèces de mammifères. Ils ont fait ça il y a 12 000 ans et aujourd'hui. Et le chiffre, c'est une estimation il y a 12 000 ans, mais c'est assez fabuleux. Il y a 12 000 ans, quand l'humain s'arrête et invente agriculture et élevage, on est 0,1% de la biomasse des mammifères de la planète, les humains et non mammifères domestiques. Là, au moment où je vous parle, nous sommes 90% de la biomasse des 5000 espèces de mammifères. Donc, vous voyez, quand on dit on ne fait pas tellement de dégâts, bon, 90% de la biomasse des mammifères, c'est quand même pas mal. Ça prend de la place, et donc, bien sûr, ça entraîne des répercussions sur tout le système. Alors, je vous ai mis ici pas de bactéries. Là, je vous ai mis quelques images dinoflagellés de l'écosystème marin. C'est ce que ramène Tara. Tara ramène une incroyable diversité de dinoflagellés. On connaissait ce groupe, bien sûr, puisque certains sont très toxiques. Et le petit alexandrium, qui vit sur les côtes ici à Montpellier, quand on l'embête un petit peu trop, il émet une toxine qui tue un humain en 20 minutes. Et il fait le tour du monde gratos dans les cuves de pétroliers géants. Il se fait relâcher à Abu Dhabi ou en Australie. Ça, c'est classique. Et puis, je vous ai mis un petit tardigrade aussi, c'est un peu mes chouchous. Parce que ce sont vraiment des bestioles qui ont des capacités adaptatives exceptionnelles. Le tardigrade, il est capable en fait, d'aller jusqu'au 0 Kelvin. On le met dans de l'hélium liquide. C'est 6 degrés K. Et tiens,
Alors, il perd sa tête, il perd ses pattes, ça l'embête un peu quand même. Hein. Et puis il reste comme ça 5 siècles, peut-être 1000 ans. Il attend que de l'eau revienne, ou la température redevienne clémente. Il refait une tête des pattes. S'il a une copine, il s'en occupe et ils font des bébés. Et les tardigrades sont exceptionnels. En température vers le haut, ils montent très très haut aussi. Ils résistent à des doses de radioactivité incroyables. Donc les œufs de papillons sont comme ça aussi. Les nématodes sont comme ça aussi. Nous avons des espèces vivantes, là je parle de métazoaires, je ne suis pas dans les bactéries, qui ont des capacités adaptatives vraiment exceptionnelles. Et ne demandent rien à personne. Hein. On peut aller dans la cour du CIRA tout à l'heure, en gratouillant le lichen qui est sur le tronc qui est là, ça grouille de tardigrades. Hein. Ils font entre un demi-millimètre et 1,5 mm, et c'est absolument génial. Et c'est là que ça lance toutes les idées justement sur ce vivant qu'on évoquait tout à l'heure. Allons le regarder. Comment font-ils? Et ça, c'est les vraies questions qui nous amènent maintenant à traiter de la bio-inspiration et du biomimétisme. J'en dirai 2 mots à la fin de l'exposé. Alors, le seul endroit sur la Terre où il n'y a pas de vie, finalement, sont les laves de volcans. Voilà. Mais dans la température la plus basse sur la Terre naturelle, non humaine, j'aime pas dire naturel et humain. Je préfère dire humain et non humain, parce que si je dis naturel et humain, je sors l'humain de la nature et j'aime pas ça. Donc humain et non humain, moins 89,4, c'est la température absolue mesurée la plus basse en Antarctique. Il y a des bactéries. Hein. Et dans les sources hydrothermales en mer, à 300 degrés, il n'y en a pas, mais à 140 degrés, on trouve des bactéries. Moi, j'avais cultivé, je me rappelle, à un moment à Banyuls, une souche de Pyrococcus qui me faisait une lipase qui m'intéressait beaucoup. À 96 degrés, je n'allais pas plus haut, parce qu'après, j'avais plus d'eau liquide, après, à une atmosphère, bien sûr. Hein, et ma lipase était parfaitement active à 96 degrés. Donc, vous voyez que le vivant a des capacités adaptatives exceptionnelles. Alors, un philosophe, Patrick Vivray, qui a publié ça avec Edgar Morin, disait quelles sont les menaces qui pèsent sur l'humanité aujourd'hui. Il y a une seule menace extraterrestre, c'est celle-là. Bon, on peut, si vous voulez, la gommer pour l'instant, la mettre de côté, hein, et revenir à nos menaces réelles qui pèsent sur l'humanité. Elles sont intraterrestres, au nombre de 6. Une autodestruction par les armes de destruction massive, oui, ça peut revenir. On en parlait beaucoup à une époque, ça peut revenir. Un cocktail explosif de la misère et de l'humiliation. Nous, on vit, qui vivons en ces pays qu'on a évoqués souvent, effectivement. Hein. Les ultra-riches et la désespérante pauvreté qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. On parlait de pauvres sur les îles tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. La démesure de l'économie financière. Edgar Morin disait que la Terre est devenue un gigantesque casino aujourd'hui. Nous sommes un énorme casino. Alors, quand on réfléchit après nos questions à nous, hein, d'agronomie, d'agroécologie ou de biodiversité, ou d'eau, bien sûr. Hein. Exubérance irrationnelle, dit-il. Les guerres de civilisation, on en vit en ce moment. Hein, le terrorisme qu'on voit en ce moment est lié à ceci. Et enfin, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la destruction de l'habitabilité humaine de la Terre. C'est ce défi écologique qu'on évoque avec toutes les questions qui sont annexes. Et il pose une dernière question en disant, on en a parlé cet après-midi, on s'est demandé justement quelle était la légitimité de nos travaux et de nos interventions, on a dit. Et on a dit aussi finalement, quel usage fait-on des recherches scientifiques? Béance entre science et conscience. Je vous renvoie à ce que disait Rabelais. Et c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui est très important pour nous à l'heure actuelle et sur lequel on doit se pencher. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la journée avec vous ici au CIRAD. Ce sont des questions que tout chercheur doit se poser, effectivement. Donc on va parler de cette partie-là, nous, ce soir-là. Alors tout a commencé dans l'océan, sur la Terre. Ça, c'est une image magnifique qui a été prise à Paranal. Paranal, c'est le gros laboratoire astronomique de l'ESO, l'Agence spatiale européenne, qui se trouve au Chili, à Paranal, dans le nord, hein, donc au sud d'Antofagasta, à peu près à 2300 mètres d'altitude, où on a le ciel le plus beau de la planète. Et cette image a été prise, elle a fait le tour du monde. C'est l'image, en fait, de l'univers 400 millions d'années après le Big Bang. Donc des photons de cette époque ont frappé les télescopes de Paranal, et ils ont fait cette image exceptionnelle qui a fait le tour du monde, hein, qui est sortie partout. Et c'est là, ce sont ces explosions de supernova qui vont commencer à produire les éléments chimiques qui vont composer tout ce qui existe sur la Terre aussi avec nous aujourd'hui. Alors je vais commencer par celle-ci, qui a une très belle histoire. C'est peut-être le plus bel objet qu'on ait au Muséum à Paris, le plus beau en pensée, en ce qu'on peut en tirer. Il est moche comme tout. Hein. C'est un caillou noir, il fait 11 kilos. Il tombe dans un champ en 1864, dans le Gers, près d'un petit village qui s'appelle Orgueil. Et puis le paysan ramasse son caillou. Et il est oublié dans une caisse à oignons pendant pratiquement un siècle. Il reste dans sa caisse à oignons. Et puis, ce sont des randonneurs qui passent il y a quelque temps, c'est même plus d'un siècle, puisque c'était en 2005 ou 2004 ou 2005. Ils me disent, tu sais, le caillou que tu as là, il n'est pas banal, hein, c'est une météorite. Il me dit, oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassé. Alors, depuis, on a refait des recherches dans les journaux de Toulouse. Cette nuit-là, mai 64, Toulouse est illuminée par une pluie de météorites qui s'écrasent dans cette région du Gers. Et le plus gros caillou, le plus gros qu'on ait ramassé, fait 11 kilos et se trouve dans les collections du Muséum à Paris.
Et vous allez voir, elle est fabuleuse, cette météorite, parce que, alors, on l'avait entièrement oubliée. D'abord, elle tombe, on la ramasse. Ça, c'est quand même pas mal. Un premier cadeau des dieux, on la ramasse. Deuxième cadeau, on la retrouve après l'avoir oubliée dans la caisse à oignons. Elle arrive donc elle va d'abord à Nantes, puis se rendre compte qu'à Nantes, il n'y a pas ce qu'il faut. Elle arrive rue Buffon, où se trouvent les fameux nanosondes. Hein. On a les plus puissants outils analytiques en géochimie qui puissent exister en Europe. Et là, on mesure les isotopes du chrome. Et on date ce caillou. 4-6 milliards d'années. Ce caillou est contemporain de la mise en place de la Terre et du Soleil. Alors là, quand vous le caressez, vous avez quand même un sentiment un peu différent. Hein. Je caresse un truc super moche, mais qui a 4-6 milliards d'années. Alors en plus, on sait maintenant, on l'a bien analysé en géochimie, il n'est jamais sorti du système solaire. Pendant 4 milliards d'années, c'est balle dans le système solaire. Il est tombé dans un champ, on l'a ramassé, on l'a oublié, on l'a repris, on l'a étudié et on raconte une histoire. Et c'est ça le rôle des scientifiques. Et surtout dans des musées, de raconter des histoires comme ça. Donc là, c'est la géodiversité indispensable qui a permis ensuite à la vie de s'organiser plus tard. Cette vie qui, effectivement, émerge dans l'océan vers environ 3,85, 3,9 milliards d'années. Pendant 700 millions d'années, il y a une nature sur la Terre. Hein. Souvent, les gens confondent nature et biodiversité. C'est pas pareil. Hein, j'aurais souvent expliqué, c'est pas la même chose. La nature, c'est l'univers depuis l'existence de l'univers, en fait. Hein. C'est sodium qui se forme au moment de l'explosion de supernova. C'est ça la nature initiale. Hein. Et la biodiversité, c'est la partie vivante de la nature qui commence quand... La première cellule, en fait, c'est quoi? C'est un bricolage sur une chimie prébiotique, dit-on, hein, avec une membrane qui s'installe, qui sépare l'eau de mer, c'est dans l'eau de mer. À l'extérieur, c'est un petit peu différent à l'intérieur, c'est la même pression osmotique. Et puis voilà la première cellule. Et elle se coupe en deux. 2 filles exactement copies de la maman. Et puis en 4, et puis en 8, et puis en 16. C'est parti. À ce moment précis, là, la biodiversité démarre sur la Terre. C'est la partie vivante de la nature. Et après, le littoral va être super intéressant. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que cet océan est extrêmement stable. Hein. Depuis 100 millions d'années, il n'a pas changé. Si vous prenez effectivement le pH, hein, dans le fond de l'océan, à 300 mètres, où vous soyez sur la planète, vous mesurez la température, la pression osmotique, le pH, la pression hydrostatique, c'est extrêmement stable. Et c'est la raison pour laquelle l'océan, alors que de très loin, c'est le plus grand volume offert aux vivants sur la Terre, c'est 99%, hein, le volume de l'océan offert aux vivants, n'abrite qu'aujourd'hui connu que 13% des espèces. Et l'océan aura toujours moins d'espèces que sur les continents, pour 2 raisons, stabilité et connectivité. Il n'y a pas des océans, il y a un seul océan mondial. C'est l'humain qui a voulu faire des cartes. Hein. Il y a la mer de Chine, il y a el mar Chileno, les Chinois veulent leur mer, hein, et puis il y a la mer du Brésil. Non, non, il y a un océan mondial en connectivité totale. Et là, on le voit très bien avec ce qu'a fait Tara, parce que si je séquence 1 mètre cube d'eau de mer ici, là, et puis ici, là, je vais trouver la même chose. Hein. Si je fais sur un sol, dans le jardin, là, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus de barrières, en fait, hein, et c'est ça qui explique la spéciation dans les milieux continentaux par rapport aux milieux océaniques. Alors voilà, ça, c'est le plus ancien fossile qu'on a dans les collections à Paris. Alors ça, c'est très beau aussi. C'est moche, mais c'est génial. C'est une colonie de cyanobactéries qui vient d'Australie, datée à 3,45 milliards d'années. C'est le plus ancien fossile, hein. Et je vous ai mis les mêmes que j'aurais pu ramasser tout à l'heure pendant la pause, là, entre le jus d'orange et le café, dans le parc du CIRAD, ici, à Montpellier, où vous avez des cyanobactéries dans les flaques d'eau. Regardez, elles sont extrêmement ressemblantes. Elles ont presque 4000 millions d'années d'histoires évolutives différentes. Et c'est parti. L'océan va effectivement abriter ces cellules pendant très longtemps. Et là, je vous ai mis votre sang en ce moment. Et ça, c'est intéressant, votre sang. Votre sang, c'est quoi? Eh bien, c'est l'eau du littoral. Quand la vie sort de l'océan, vers à peu près, je pense, les cyanobactéries sortent à peu près il y a 1 milliard d'années, mais la vie métazoaire élaborée, les plantes, les animaux, il y a 450 millions d'années, et bien là, elle ne saute pas de l'océan au continent, bien sûr. Hein. Elle va forcément passer par le littoral. Et ce qui est très joli, c'est que le sang d'un humain, 302 milliosmoles, vous avez 105 millimoles de chlorure, 140 millimoles de sodium, ça vient d'où ça? Ça vient de ces supernovas qui ont explosé effectivement il y a 12 ou 13 milliards d'années, et ça, c'est le reflet en fait de l'eau littorale. Hein, le sang d'un humain, je dis souvent, il est le reflet de la vie qui sort de l'océan à peu près à cette époque-là. Et c'est parce que justement, sans aucun dessein intelligent, le vivant a trouvé une nouvelle stratégie vers à peu près 600 millions d'années, qui consiste en fait à avoir un sang qui n'est plus de la même salinité que l'eau de mer, que la vie pourra sortir facilement de l'océan. Et vous avez des cas extrêmes. Prenez un crabe chinois, on les connaît bien, les crabes chinois. Ça paraît vraiment tout con, un crabe chinois. Et c'est génial. Il court au fond de l'eau, même très salé. Il court dans l'eau normalement salée. Il sort de l'eau, il va sur la plage. Il va en eau saumâtre, il adore, hein, c'est son sang. Il va ensuite faire un tour en rivière. Il court sur le sable et il grimpe aux arbres.
Et là, vous avez le fabuleux résultat d'une physiologie de l'extrême incroyable, qui sont ces animaux qui ont réussi effectivement à sortir du milieu marin et à s'adapter sur le milieu continental. Alors maintenant, je vais prendre 3 écosystèmes. Je pense qu'avec 3 écosystèmes, on raconte tout le vivant sur la Terre. Alors ça, c'est une goutte d'eau de mer, à Banyuls, parce que je suis chez moi là, mais j'aurais pu la prendre n'importe où, on peut la prendre où vous voulez. Alors on trie ça à 1,2 micron, on passe ça en cytométrie en flux, et puis on allume les cellules avec des sondes fluorescentes ici. Alors vous avez des protistes, c'est ça qu'a trouvé surtout effectivement Tara. Il vous dit, il ramène peut-être 600 000, 700 000 peut-être espèces nouvelles, ça a vérifié. J'aurais quand même dit qu'entre leurs ARN qui sont séquencés, ils ramènent 35 000 espèces de bactéries nouvelles pas connues. 35 000 espèces de bactéries, 600 000 ARN. Maintenant, avant qu'ils me décrivent ça, parce que pour que l'espèce soit reconnue comme déclarée, il faut faire sa description, il faut la dessiner, il faut la photographier, il faut séquencer une trentaine de gènes et la mettre dans les musées, et que ça soit accessible à tous. Avant de faire ça, ça va prendre un certain temps, hein, je leur dis. Mais pour l'instant, on a ce potentiel-là, effectivement, dans nos systèmes de conservation à Roscoff. Une goutte d'eau de mer, 13% des espèces connues aujourd'hui. Deuxième écosystème, un sol. Ça intéresse beaucoup le CIRAD. On peut le prendre où vous voulez, ce sol. On les a oubliés, les sols. L'agriculture moderne a tué la moitié des sols. Et là, vous avez effectivement 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de mycélium de champignons à l'hectare. Ils en ont pas mal de micro-champignons Tara aussi. Puis vous avez à nouveau mes petits copains les tardigrades, vous avez des colamboles, vous avez des acariens, des nématodes, des vers de terre. Tout ça, effectivement, représente en nombre d'espèces décrites aujourd'hui 23% des espèces connues. Un quart de ce qui est connu vient des sols. Et il y a un énorme travail à faire sur les sols. Et ça, c'est vrai que l'agriculture doit s'emparer de ces questions-là. Quelle est la biodiversité des sols pour continuer à avoir des systèmes qui soient très productifs? Troisième écosystème, c'est nous. Ça, c'est un tube digestif de bébé humain à la naissance. Voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, quand ce bébé naît, il a pratiquement un tube digestif qui est axénique, il n'y a pas de bactéries. Et quel est le premier contact d'un bébé avec la vie terrestre? Eh bien, c'est le tractus génital de sa maman, parce qu'il sort par là. Donc vous avez, quand ce bébé va sortir, commence à s'emberlificoter dans son cordon ombilical, là, alors déjà, il tient une apnée d'au moins 15 minutes. Hein. La plus grande apnée que vous avez jamais faite dans votre vie, c'est à votre naissance. Vous tenez combien de temps maintenant? Le bébé a tenu 15 à 20 minutes. Hein. Et on fait des PaO2 dans le sang du bébé quand il naît, il est normal. Hein. Donc il est super résistant à l'apnée, il fait une très longue apnée. Et puis, son premier contact avec la vie sont des bactéries, évidemment. On a une palette de bactéries, sont celles de sa maman. Et là, elles vont contaminer ce bébé, elles se précipitent, là. Et dans le bon sens du terme, elles vont aller contaminer ce bébé. Un bébé, il met 2 ans à stabiliser sa flore. 2 années à avoir sa propre flore à lui. Comme il a un papa et une maman, il est issu d'un système très complexe de transfert de gènes. Et chacun est unique. On a beaucoup travaillé là-dessus depuis une vingtaine d'années. L'INRA avait séquencé à un moment l'ADN. Et puis on a trouvé de la place pour environ 2000 espèces de bactéries. Et on en connaît 480 dans le tube digestif d'un humain. On ne connaît même pas le quart des espèces dans ce qui vit dans notre propre tube digestif. Et là, vous savez qu'aujourd'hui, ce sont des travaux qui sont extrêmement intéressants. Les papiers sur le human gut, il y en a sans arrêt, il y a encore 2 dans Nature il n'y a pas longtemps. Toute la clé est là. 300 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940. Toutes liées. Alors, il y a quelques-unes liées à l'âge, on vit plus vieux. Tout à l'heure, on reviendra à l'histoire de la durée de vie. Ce n'est pas forcément un bon critère. Ensuite, on va revenir à la question de, bien sûr, les questions de maladies qui sont liées à l'exposition au soleil, les cancers de la peau comme jamais, comme jamais. L'humain s'est exposé au soleil, hein, ça c'est récent, on ne faisait pas ça avant. Et puis bien sûr, un tas de maladies qui sont soit des maladies infectieuses, soit des maladies allergiques, soit des maladies auto-immunes. La bombe, elle est là, maladies auto-immunes liées à des modifications de la flore intestinale. Il y a eu plein de travaux récemment, même des maladies comme l'autisme, par exemple, Alzheimer, les diabètes de type 2, l'obésité, sont probablement liés aussi à des fluctuations des bactéries intestinales. Et on avait un espèce de fantasme avec mon ami Jean-François Toussaint, mon médecin qui se trouve à l'Hôtel-Dieu, ça serait de refaire un séquençage si on retrouvait congelé à Paris un intestin d'un bébé humain mort en 1940. On referait l'ADN complet là-dedans, ce serait très différent d'aujourd'hui. Et ce sont des pratiques actuelles de consommation et surtout d'usage totalement, de façon complètement débile d'antibiotiques. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, hein. On s'en sert quand il faut s'en servir. Mais à tort et à travers, qui ont entraîné effectivement ces antibiorésistances et ces modifications importantes. Ça, c'est vraiment un des grands apports de la recherche fondamentale récemment et on va continuer beaucoup là-dessus. Alors, souvent on me dit, ben voilà, c'est quoi la biodiversité? Les gens croient que c'est ça. Et les écolos, c'est ça. Moi, je fais une grosse différence entre un écologue et un écologiste, hein. C'est pas pareil. Alors, l'écologiste, il va voir son ministre et dit, voilà, regardez comme c'est beau la biodiversité. Là, on est en 2012, vingtaine de chercheurs, sur une plage de Guadeloupe.
On fait un inventaire, on est 2 mètres sous les fesses des touristes qui sont sur le sable. Hein, c'est dans la partie ouest de la Guadeloupe. On trouve ça là-dessous. C'est tout petit, c'est gros comme ça. Alors, évidemment, j'ai choisi des super jolis pour vous les montrer. Et là, je vais voir n'importe quel ministre. Regardez, monsieur, madame la ministre, aidez-moi à sauver la biodiversité. On va me dire, qu'est-ce que c'est beau, vous avez raison, il faut vraiment les sauver. Mais ça peut être ça aussi, la biodiversité. Alors là, ça change tout. Et là, je vois le député qui me dit, attends, Gilles, attends, on n'a pas beaucoup de sous. Alors, je vais m'aider à sauver ce truc-là. Mais celui-là, vraiment, j'ai pas envie de le sauver. Hein. C'est le poisson globule. On dit que c'est le plus laid truc qui existe. Toute une question après de choses qu'on peut faire soi-même, bien sûr. Hein. Alors, il y a une histoire géniale, c'est celui-là que j'aime beaucoup. Il s'appelle le rat taupe nu. Alors celui-là, il y a 10 ans, au hit parade des moches, il était foutu. Et si on m'avait dit, vous me donnez combien pour le sauver, j'aurais pas eu un quart d'euro pour le sauver. Si je veux sauver ce truc-là, par contre, là, on va me dire, allez, je vous donne 20 euros pour sauver ce truc-là, mais un quart d'euro pour rien du tout. Après tout, on n'en a pas besoin, il est tellement moche. Il sert à rien. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que vous avez lu les journaux récemment en France. On est en train de monter en France le premier laboratoire fondamental d'études du rat taupe nu. J'étais dans mon labo au muséum en 2007 et c'est un collègue qui est un grand cancérologue de la Pitié qui m'appelle. Il me dit, Gilles, est-ce que tu connais le rat taupe nu? Alors j'ai dit, oui, je sais, c'est une bestiole, c'est un rongeur qui vit dans les terriers au Kenya. Il me dit, est-ce que tu sais l'élever? Je vais bien essayer, d'élever le rat taupe nu. On découvre sur cet animal, un rongeur qui vit 50 ans, qu'il ne fait jamais de tumeur, jamais de cancer. Et du jour au lendemain, mon rat taupe nu hyper moche devient une star de la recherche fondamentale. Et là, on vient de créer un gros labo en France. C'est le labo, le premier au monde dédié au rat taupe nu, pour comprendre pourquoi, chez un mammifère qui vit aussi longtemps, il ne développe jamais de tumeur. Voilà un très bel exemple. Alors, ça veut dire que quand on me dit aujourd'hui, écoutez, Gilles, on ne sauve que ce qui sert à quelque chose, bon, que ce qui est joli, alors les grands yeux bleus, les grands cils, ça marche bien. Hein. Si c'est chaud, ça marche encore mieux. Mais si c'est tout froid et que c'est tout poilu ou comme ça, là, aucune chance. Mais le problème, c'est qu'en fait, il a une femelle qui est aussi moche que lui, hein. Et les deux font des bébés aussi moches, mais ils s'aiment quand même. Et puis ils nous font des beaux petits bébés poissons globules. Donc tout ça, c'est pour vous dire que si c'est pas du très beau ou du très moche, hein, et ça, c'est Jacques Weber et Bernard Chevassus qui disaient, c'est ça la biodiversité finalement. Voilà. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus ça. Hein. Toute une intime relation en fait d'être vivants entre eux. Et qu'est-ce que c'est qu'un Français sans son pinard, hein, sans son pain et sans son fromage, on n'existe pas. Gratouiller une croûte de Cantal, ça grouille d'acarien, avec des épines horribles. Alors pendant une semaine, on n'en mange pas, et puis la semaine après, c'est tellement bon qu'on continue à en manger. Et on reste beau quand même. Hein. Pour vous dire que arrêtons cette histoire justement de dire on ne prend que ce qui est utile. En plus, essayez de réfléchir un petit peu à ce que vous faites tous les jours, je le dis souvent. Tous ici dans la salle, moi le premier, comme vous, on adore faire des choses qui ne servent absolument à rien, mais à rien du tout. Hein. Et c'est notre bonheur. Moi, j'aime bien monter des cols en vélo. Hein. On s'emmerde à monter des cols en vélo, mais c'est génial. Je peux très bien vivre sans faire ça. Et bien voilà, c'est ça le problème actuel aujourd'hui. De revenir à un mode de vie très différent et de relations avec le vivant très différent de ce qu'on pense régulièrement en disant il n'y a que ce qui est utile, qui sert à quelque chose ou qui est beau. Là, à part le nickel des couverts et le verre des bouteilles, tout est biodiversité. Alors on choisit une espèce parmi les 2 millions connus, le 1,3 million d'animaux connus, les 5000 mammifères, la vache. Il y a 8000 ans, l'humain domestique la vache. Pourquoi la vache et pas le buffle? Pourquoi la chèvre asiatique et pas la chèvre des Rocheuses? Pourquoi le cheval et pas le zèbre? Il y a toutes des questions qui ont été posées comme ça. Essayez de monter sur un zèbre, vous verrez, vous comprendrez pourquoi on ne l'a pas domestiqué, le zèbre. Et puis voilà. Et puis on parle le lama, l'alpaca en Amérique du Sud. Hein, on était tout à l'heure très latino-américain. C'est parti. Et aujourd'hui, ce n'est pas sans poser de problème, puisqu'on estime la population de vaches à 1,5 milliard de vaches. Donc il y a plus de biomasse de vaches sur la Terre que de biomasse d'humains. Alors quand on parle de démographie, peut-être qu'il faut regarder aussi la démographie des vaches aussi. Alors, tout ceci a été lié à du progrès. Et c'est là que l'humain va se sortir de sa réalité animale. Nous sommes profondément animaux, on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a du sodium, du potassium, des chlorures dans notre sang? On a dit qu'on respirait, en apnée, on n'est pas si bon que ça. Hein. Et puis, il nous faut boire de l'eau, il nous faut manger. Donc, on est profondément animal. Mais on n'est pas que ça, puisqu'on en discute aussi aujourd'hui. Et ceci a permis à l'humain de sortir de cela et du coup d'arriver à un niveau d'arrogance absolument sans fin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 2 ennemis terribles pour toutes les questions qu'on se pose ici dans la salle, c'est l'arrogance et la cupidité. Hein, c'est les 2 principaux problèmes que l'on rencontre. L'arrogance, surtout masculine d'ailleurs. La cupidité, c'est autant féminin que masculin. Mais par contre, l'arrogance est beaucoup plus masculine. Quand vous écoutez, excusez les termes, des conneries dites par des hommes politiques récemment encore, jamais une femme aurait dit ça. Jamais. Des trucs mais absolument incroyables. Hein.
l'humain a été créé pour dominer la nature. Jamais une femme a dit un truc comme ça. Jamais, jamais, jamais. C'est un truc de mec, ça encore. Donc il y a plein d'histoires comme ça qui reviennent en permanence. Heureusement, ils n'ont pas dit par qui. Hein. Donc vous voyez qu'un homme politique très célèbre, il y a quelques mois, il faut qu'on revienne à des relations très différentes entre cet humain et cette nature. Alors ça a été lié effectivement à des inventions. La première grande invention, ça a été l'arc et la flèche. Hein, c'est à peu près vers 8000 ans. Pour la première fois, on tue un animal à distance. J'étais à la grotte Chauvet il n'y a pas très longtemps. Quand vous avez un biface comme ça là, à la main, et que vous avez un gros truc à côté, là, essayez de le tuer avec un biface, vous allez voir. Tiens. Il a ses chances, le truc. Hein. Croyez-moi, il a ses chances. Hein, parce que, avec mon biface, même un truc qui n'est pas très méchant, même un grand cerf mégacéros au biface, pas facile. L'arc et la flèche, pour la première fois, l'humain tue au bout de la pièce, là-bas. Ça change tout. Et c'est vrai que ça a été une très grande invention de l'humanité. Puis la roue qui permet de porter sur des grandes distances. On est à peu près la roue vers 6000 ans. Et puis les villes. Damas, la plus ancienne ville de la planète. C'est là qu'étaient les premiers humains organisés en ville. On s'étripe à Damas aujourd'hui. Et puis ensuite, on voit l'âge des métaux, on voit les routes, les moulins à eau, les moulins à vent, la gunpowder. Ça a été une extraordinaire invention ici, il y a 1200 années. Et ça a été un extraordinaire moyen de domination. Au départ, la poudre noire, c'est un jeu. Ce sont des feux d'artifice en Chine. Et on a fait un terrible engin qui sert non seulement, effectivement, substance, à tuer, bien sûr, les animaux à distance, puis à tuer les congénères aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on voyait en Afrique un gamin de 13 ans avec une kalachnikov qui vous tue un éléphant ou un crocodile? Hein. Ça a été un moyen extraordinairement impactant de l'humain pour sortir de ce qu'il croyait être justement son animalité. Et puis ensuite, les vaccins, les moteurs à combustion interne, les avions, les matières plastiques, hein, on en parlait tout à l'heure, les antibiotiques, les ordinateurs, et puis peut-être, grâce au CIRAD, la Green Revolution, qu'on appelle tous effectivement de notre envie. Donc, ceci a permis à l'humain d'exploser en démographie. Alors, il est là, mais il faudrait bien mettre les vaches dessus aussi, et puis les cochons, et puis les poulets en même temps. Hein. Tout ça, c'est tout un tout extrêmement important, avec une présence très importante de l'humanité et de ses animaux domestiques, et bien sûr aussi de ses plantes d'intérêt agronomique. Donc, malthusien, darwinien, vieilles discussions qui sont toujours aujourd'hui en cours. Alors tout ça, moi j'aime beaucoup cette grotte parce que Chauvet, c'est la première manifestation d'humains vis-à-vis de la biodiversité. On a quelques dessins en Australie datés à 48 000, mais ils sont vraiment très frustres. Les premiers dessins incroyablement élaborés, ça a 37 000 ans. C'est plus de 2 fois plus vieux que Lascaux. Il n'y a aucun rhinocéros à Lascaux. Il y a 8 espèces à Lascaux, il y en a 14 à Chauvet, parce qu'ils ont déjà disparu. À 22 000, les rhinocéros s'en vont. Il n'y aura plus de rhinocéros après parce qu'effectivement, ils vont partir. Et quand on va commencer à peindre plus qu'avant dans les grottes, dans les cavernes, il n'y a déjà plus de rhinocéros. Là, il y a plus de rhinocéros à Chauvet que dans toutes les grottes ornées de la planète. Il y avait des lions dans le sud de la France. Les chevaux de Przewalski. Regardez le premier dessin animé de la planète ici. Une hyène, une panthère, il y a même un arthropode. Et c'est Jean-Marie Chauvet, Hélène Brunel et Christian Hiller, là je suis avec eux l'an dernier, qui découvrent donc, c'était le 19 décembre 1994, la grotte Chauvet et la révèle au monde. On vient de faire une réplique maintenant qui est visitable, qui est bien faite. Donc pour vous dire que, je me dis finalement, si l'humain est capable de faire ça, parce que première question, qui dessine comme ça ici dans la salle là? Lequel ou laquelle? Il n'y en a pas un. Or à l'époque, ils sont 10, ils sont 20. Quand je pose la question aux préhistoriens en permanence, je me dis, mais comment à Tautavel, ils arrivent à 700 000 ans? Ils s'en vont il y a 100 000, il reste 600 000 ans dans les corbières, en ne faisant que chasser et cueillir. Comment ils ne vont pas détruire leur environnement? Eh bien, ils sont 20. Ils sont 20 au maximum à chaque fois. Donc il y a des humains sans agriculture. Il n'y a pas d'humanité sans agriculture. Ça, le CIRAD en sait quelque chose. Et tout est là, finalement, aujourd'hui. Donc, si on a pu utiliser nos neurones pour faire des machins comme ça, je me dis qu'on devrait pouvoir les utiliser aujourd'hui pour pouvoir nous en sortir, finalement. Donc, revenons effectivement. Alors, après, les questions, vous savez, pourquoi ils ont dessiné? Bon, c'est des tas de questions qu'on peut se poser. Je me rappelle un gros débat à Pêche-Merle, près de Cahors, et des chevaux pommelés avec des gros points dessus. L'artiste, il a fait des points sur le cheval et à côté du cheval. Une discussion de 4 heures, pourquoi il avait fait des points en dehors du cheval. Alors, les gros trucs incroyables, il avait envie de faire des points en dehors du cheval. Hein. Moi, je ne sais pas, tant qu'on n'y était pas, je ne sais pas si ça vaut le coup de se masturber des ménages pour savoir pourquoi il a fait des points dans le cheval et en dehors du cheval. Bon. En tout cas, ils ont fait ça. C'est beau à pleurer. Et ça, c'est vraiment, effectivement, l'humain. C'est Homo sapiens, puisque Néandertal partira un petit peu après. Vous savez qu'une théorie actuellement proposée, publiée dans Nature il y a quelques mois, qui proposait, en fait, pourquoi Néandertal n'a pas réussi en fait, en compétition vis-à-vis de Sapiens.
on a vécu pendant 100 000 ans, comme presque 100 000 ans, sapiens et néandertaliens, un petit peu moins, et ben on ne trouve jamais de chien associé au gisement de néandertaliens. Donc une théorie, c'est de dire que parce qu'il n'aurait pas domestiqué le chien, Néandertal n'aurait pas eu les moyens d'entrer en compétition avec Sapiens. C'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, vous la prenez comme vous voulez, mais en tout cas, ce n'est pas inintéressant, c'est une remarque intéressante. Le chien est le premier animal domestiqué, ce sont des loups chinois domestiqués en chien, et puis bien après, on fera des animaux comme justement ceux que vous connaissez, le cheval beaucoup plus récemment. Et le dernier domestiqué, c'est le lapin. Alors tout ceci a séparé l'humain justement avec ses aspects culturels, domestication du feu, le néolithique, les femmes commencent à faire beaucoup de bébés, ça oblige l'humanité à s'arrêter, agriculture et élevage qu'on étudie aujourd'hui. On a l'équipe de Jean-Denis Vigne qui travaille beaucoup là-dessus au muséum. La machine à vapeur qui amène James Watt en 1984 à faire la première locomotive. Et du jour au lendemain, il nous faut du charbon et du pétrole. On en a parlé aujourd'hui, tout bascule. On passe du cheval animal au cheval vapeur et tout bascule vers autre chose. Ce qui a amené Paul Crutzen, un prix Nobel de chimie en 2000, à proposer le terme d'anthropocène, la fraction de l'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution du vivant et de la planète, c'est plus ce qu'on avait nous étudié au début, hein, la longueur du jour, le sel de l'océan, la température de l'eau ou de l'air, mais c'est la présence d'une espèce qui en plus a eu le culot de s'appeler Sapiens. Il fallait quand même le faire. Hein. C'est Carl von Linné. Alors Linné, c'était un botaniste suédois. Et Linné a l'idée géniale de faire cette classification binominale, un genre, une espèce, Canis, Canis, Canis lupus, Homo sapiens. Et c'est en 1758 qu'il crée Homo sapiens. D'ailleurs, il n'a pas déposé de type dans un musée. Hein, c'est le seul cas, on ne l'a pas, celui-là. Donc c'est lui dans un cimetière suédois. Il n'avait pas de nom. Les Suédois n'avaient pas de nom à l'époque. Linné, ça veut dire tilleul en suédois. C'est Monsieur Tilleul, parce qu'il était botaniste, on l'appelle Monsieur Tilleul. Et c'était un type qui avait un ego monstrueux. Il ne pouvait pas saquer Buffon. D'ailleurs, le crapaud commun pustuleux, là, Buffo, Linné l'appelle comme ça pour embêter justement le comte de Buffon, qui à l'époque était intendant du roi au Jardin des Plantes. Et c'est intéressant parce qu'il dira un jour, Linné, il dira « Dieu a créé, Linné a organisé ». Vous voyez, c'était un ego, je ne sais pas s'il y en a encore peut-être des comme ça, mais c'était quand même pas mal, effectivement, à l'époque. Hein. Il était en conflit total. Ils ne se sont jamais rencontrés physiquement, mais sinon ils se seraient étripés, Linné et Buffon, mais ils se sont insultés par lettres pendant 40 ans. Linné meurt 10 ans avant Buffon. Alors, tout ceci, voilà, ça, vous connaissez très bien ça, puisque vous travaillez là-dessus. Hein. Ça, c'est Jean-Denis Vigne qui propose ça. Le chien, peut-être 35 000, pense-t-on maintenant, finalement, bien avant encore, et bien après tout le reste, hein, soit dans le Nouveau Monde, soit dans l'Ancien Monde. Et tout ça va profondément changer les relations de l'humain, bien sûr, à cette nature, avec, bien sûr, j'aurais pu prendre également les plantes d'intérêt agronomique et faire le même genre de schéma. Donc, c'est parti, l'humain commence à impacter de façon très importante son environnement. Ce qui amène justement dans ce papier à montrer que sur une période courte, 70, on remonte que à 50 ans, hein, c'est fou, on n'est pas à remonter à des centaines d'années. Hein. Tout s'effondre, tout fout le camp, Fall of the Wild, et tout ce qu'on publie aujourd'hui corrobore ceci, les espèces marines, continentales, les espèces d'eau douce, les mammifères, les vertébrés, d'autres groupes s'en vont inéluctablement. Et c'est là qu'ils avaient calculé justement ces masses que j'évoquais tout à l'heure ici. Et on montre aussi que l'humain érode la planète. Vers l'an 1000, l'humain retire autant de sédiments sédiments ou de roches dans les carrières que ce que faisait la nature en permanence depuis toujours, que l'érosion naturelle. Et là, on est sur l'échelle logarithmique, on est 100 fois plus haut. On retire 100 fois plus de matériaux à la planète que ce que l'érosion naturelle peut retirer. Hein, des montagnes, des vallées, fait par les vagues, le vent que vous connaissez bien. Donc un impact extrêmement, bien sûr, puissant. Alors, ça, c'est les papiers récents sortis. Alors, le premier, c'était janvier 2013, Paul Ehrlich retire et dit « Est-ce qu'on peut aujourd'hui éviter une chute totale de nos civilisations ?» Et puis ensuite, on a le travail de Sandra Lavorel sur le climat. Et puis ensuite, celui-ci, fait par un Montpellierin, c'est notre ami Aronson, sur justement les relations urbanisation, oiseaux et plantes. Ce travail, le rapport WWF de septembre 2014 nous dit ici, non pas que les espèces disparaissent, mais il nous montre qu'aujourd'hui, les populations, sur 4000 groupes qui sont suivis de vertébrés, ont perdu 52% des individus des populations en 40 ans. Bon, ce qu'ils ont fait là ne leur permet pas de dire ça statistiquement. Mais on subodore, nous écologues, ils ont à peu près raison, c'est à peu près juste. Ce qui veut dire qu'on a un système, effectivement, où c'est difficile l'extinction comme critère durant une vie humaine. Ce qui est intéressant pour nous, aujourd'hui, chercheurs, c'est l'effondrement des populations, qui, bien sûr, à terme, vont amener des extinctions si on ne fait pas quelque chose pour réagir, bien entendu.
Et puis ensuite, il y a ce papier donc, de Macaulay en début d'année sur les disparitions des espèces dans l'océan. De Stéphane, il reprend le travail de Rockström, qui avait fait beaucoup couler d'encre en 2009. Et il recalcule justement ces limites de la planète, en tenant compte de toutes les remarques que les écologues leur avaient faites à l'époque. Et puis, l'encyclique du pape, on l'a beaucoup cité aujourd'hui. Hein. C'est la biblio à la mode, hein, parce qu'on l'a cité au moins 4 fois dans la journée. Il a des beaux conseillers environnementaux, parce qu'il a écrit des choses qu'on n'aurait certainement pas reniées. Et ce papier qui sort la semaine dernière, qui reprend effectivement avec une approche assez précise sur les vertébrés et les mammifères, les effondrements d'espèces. Et il conclut ici qu'on est au moins à un rythme sur un siècle. Il calculait qu'on perdait 2 mammifères pour 10 000 espèces tous les 100 ans. Et ce qu'on a perdu uniquement durant le XXe siècle, on aurait dû mettre 800 à 10 000 ans pour les perdre. Donc on est vraiment sur une phase à 100 ans ou 200 ans d'extinction. Mais encore une fois, je préfère aujourd'hui utiliser, moi, les effondrements de population. En mer, par exemple, on a en 4 siècles de prouver, de démontrer scientifiquement la disparition de 20 espèces. Quand je dis ça à un ministre, il me dit « Mais Gilles, quel est votre problème là? Combien d'espèces vous avez dans l'océan là ?» Je ne sais pas, 250 000. Et là, vous m'embêtez pour 20 espèces qui ont disparu en 4 siècles. Pour 2 raisons. D'abord, il faut être très présomptueux pour un scientifique pour dire qu'une espèce a disparu de l'océan. Hein. Pas évident. Hein. On ne sait pas s'il ne reste pas un caché derrière un caillou Galapagos, on n'en sait rien du tout. Et puis deuxièmement, ce n'est pas un bon critère en mer en fait. Hein. Il est clair aussi que, vu le nombre d'espèces qu'il y a dans l'océan, elles vivent beaucoup plus longtemps. Pas les individus, mais les espèces. Sur les séries fossiles qu'on a au muséum, on peut estimer à 8-10 millions d'années la durée de vie d'une espèce marine, alors que c'est 1,5 à 2,5 sur les continents. Donc vous voyez que le critère de l'extinction en est un, mais aujourd'hui, à notre niveau de vie, à notre niveau d'échelle, de temps, les effondrements de population, et ce n'est pas par hasard, tout à l'heure j'écoutais ce qu'on disait avec Patrick, que si le lieu au monde aujourd'hui où on a le plus perdu d'espèces en 40 ans, c'est les pampas d'Argentine à soja transgénique, 69% des espèces. L'océan, 39% en moyenne, et l'ensemble des populations vivantes, 52% en 40 ans. Donc là, vous avez des effets qui sont extrêmement intéressants à regarder, bien sûr. Hein. Alors, question posée par des collègues géologues dans Nature il y a 4 ans, est-ce qu'on n'est pas en train de poser les conditions d'une 6e grande crise? Ils ne redisent pas autre chose que cela. Hein, ceci, là, le papier s'est publié ça la semaine dernière dans Science. Donc ils nous disent destruction et pollution des écosystèmes, surexploitation des stocks, on pêche de plus en plus petit, de moins en moins, on détruit les forêts tropicales, on met tout partout. Voilà mon petit Alexandrium, mon chouchou, là, hein, qui produit ces toxines, des salmonella, des legionella dans des cuves de pétroliers géants. Et puis les changements climatiques qu'on a évoqués aujourd'hui. Et vous savez que dans l'océan, ce n'est pas que la température, c'est aussi la remontée du niveau de la mer. Remontée du niveau de la mer qui est très étudiée aujourd'hui. Et qui pose. J'étais lundi dernier, il y a juste une semaine, j'étais avec l'ensemble des maires des communes littorales de France, à Biarritz, et on faisait un congrès sur dérèglement climatique et remontée du niveau de la mer en France. C'est très, très préoccupant. Alors on va faire du béton partout, ça ne marche pas. Alors voilà nos plaies actuelles. Alors là, je les mets dans un ordre. L'eau, on peut très bien aujourd'hui travailler là-dessus et fortement diminuer les problèmes. Là, exactement ce que vous faites tous les jours au CIRAD, on peut très bien acter là-dessus aussi. Ça aussi, on peut très bien faire quelque chose. Je ne veux pas désespérer les gens, hein, mais il faut se retrousser les manches. Il faut qu'on change en réglant toutes ces questions-là. La déforestation, on en a parlé aussi cet après-midi. La biodiversité qui s'effondre et les polluants partout. La seule plaie contre laquelle on ne peut plus rien faire, c'est trop tard, c'est le climat. C'est foutu le climat, il est parti. Hein. Avec le CO2 actuel que l'on a là, on en a pour 1000 ans. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne des mesures pour limiter les dégâts. Mais 2 degrés, on les aura à la fin du siècle, hein, si ce n'est pas 4 ou 6. Donc à part ceci, sur tout le reste, on peut faire quelque chose. Eh bien, retroussons-nous les manches et attaquons-nous à ces questions. C'est là qu'est l'espoir, en fait, aujourd'hui. Regardez la forêt, Madagascar, vous la connaissez bien aussi, Rad. Qu'est-ce qu'on a fait de Madagascar? Ça, c'est le vol Majanga-Tana. 1h15 de vol, il n'y a plus rien, les lémuriens s'accrochent comme ils peuvent. Cette jeune fille, elle vient de Tuléar. Elle a débarqué à un moment sur une petite île qu'on a dans le nord, nous, où sont nos lémuriens. Les lémuriens n'ont rien dit, s'est installé. On est passé 15 jours après, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Ils avaient fait 800 km à pied. Chaque soir, il ne pleut plus à Tuléar. Ils ont coupé tous les arbres. Alors ils marchent vers le nord, ils sont jetés tous les soirs parce qu'ils arrivent chez quelqu'un. Là, ils sont arrivés sur cette île, les lémuriens n'ont rien dit, ils se sont installés. Plus je lui parle, plus je l'aime, cette jeune femme. Et plus je l'aime, moi j'ai envie de la jeter. Pourtant, je suis allé voir l'armée le lendemain en disant, écoutez, ils ne peuvent pas rester là. Ils ne peuvent pas, parce que j'en aurais eu 10 et puis 100 la semaine suivante. Et c'est ça le problème actuel qu'on doit prendre en compte. Hein.
c'est aujourd'hui l'immigration. J'ai regardé les réfugiés en Méditerranée, on en parle sans arrêt ces jours-ci. Il y a la moitié de Libyens et de Syriens qui sont en guerre. Tous les autres, ils viennent du sud du Sahara, ils ne sont pas en guerre. Alors on commence à voir les premiers réfugiés climatiques, en fait, qui arrivent en Europe. Et c'est une vraie question. Soit on est capable, là le CIRAD joue un rôle extrêmement important, de rendre ces gens-là bien chez eux, soit ben, ils bougeront. Et quand ils bougeront, je ne sais pas comment on pourra s'adapter à ces conditions particulières. Le final de tout ça, c'est bien des immigrations humaines, dont une démographie effarante. Avant de faire une conf la semaine dernière, avant d'aller à Strasbourg, je retriais des dias de 2009. C'est pas vieux 2009. Hein. 6,4 milliards d'humains. 2015, 7,3. Wow. Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Donc là, il y a vraiment une question qui est fondamentale, hein, qui est posée, bien sûr. Bon, ça, on en a parlé aussi, hein, puisque le CIRAD travaille beaucoup là-dessus. Ça, c'est avant les palmistes, après les palmistes. Ça, j'ai fait ces images quand j'étais avec Gilles à Sumatra et à Bornéo. Donc, vous avez vu le débat sur le Nutella. Vous avez pu lire le niveau du débat, hein, par exemple. Questions qui sont posées en permanence. Le Brésil, on avait cette réunion Amérique latine-France il y a 15 jours au Sénat. On a beaucoup parlé de la déforestation au Brésil, bien sûr, avec ces États qui sont condamnés. Alors tout à l'heure, j'ai bien écouté Patrick qui disait que ça s'améliore. C'est beaucoup mieux qu'avant, donc beaucoup d'espoir. Il y a des hauts et des bas, hein, mais c'est des vraies questions qui sont posées. Et on sait très bien que plus on enlève cette forêt, plus on perd, bien sûr, en évapotranspiration, plus on modifie la climatologie locale. Parce que les gens ne savent pas, en fait, ceci, année climat. Ils se doutent bien que le climat qui change affecte la biodiversité. C'est clair. Mais on oublie que l'inverse aussi est vrai. La biodiversité qui s'en va affecte le climat en retour. Et ceci autant sur les continents que dans l'océan. Et ça, il faut vraiment qu'on persuade nos concitoyens. C'est vraiment notre rôle, durant cette année de COP21 à Paris, d'expliquer aux gens que... Parce que les gens ont peur du changement climatique. Personne n'a peur de la perte de la biodiversité. Alors, mon boulot, ce n'est pas de leur donner la trouille, ce n'est pas mon truc, hein, mais c'est quand même de leur dire que cette biodiversité qui s'en va, elle est extrêmement importante. Largement, sinon beaucoup plus importante que ce changement climatique. Le changement climatique n'expliquant absolument pas tout. Maintenant, on dit tout est la faute du climat. Ce n'est pas vrai. La surpêche du thon rouge en Méditerranée ou sur les côtes du Chili ou en Namibie n'ont rien à voir avec le changement climatique. C'est une des causes, la quatrième. Hein. On sait aussi, on parlait un petit peu des pêches tout à l'heure, on en a parlé quelques minutes. Hein. Malgré un effort de pêche qui augmente en permanence, eh bien, on ne débarque pas un poisson de plus. Ce papier qui a fait couler beaucoup d'encre en 2006 de Boris Worm. Si on continue comme ça, en 2048, il n'y aura plus de poissons dans l'océan. Ça ne va pas être comme ça, je vous rassure. Mais parce qu'il faut qu'on réagisse, c'est absolument vital, bien sûr. Regardez ces genres de graphes, de photos. Même les ministres comprennent ça très très bien. Les concours de pêche, partout dans le monde, c'est comme ça. Alors, 26, 57, 80, 2007. Alors ça, c'est lié au mâle arrogant. Hein. Le mâle arrogant, il veut un gros truc. Il lui faut le plus gros truc et il pose avec sa photo à côté. Il n'y a jamais de femmes qui font ça, c'est que les mecs. Hein. Regardez, je suis génial, j'ai le plus gros poisson. Donc la virilité, elle prend un sacré coup parce qu'il gagne avec 240 grammes en 2007. Hein. Et ça, c'est vrai partout. À l'Ifremer, j'ai retrouvé un truc très intéressant il n'y a pas longtemps. Il y a un type qui est allé mesurer tous les poissons de la criée d'Arcachon en 2003. Scientifiquement, on dit ça ne sert à rien. C'est génial, c'est génial. On fait la même manip aujourd'hui, on est passé de moyenne de 1,8 kg à 250 grammes sur 30 ans. Donc là, on a effondré, Philippe Curie nous dit, ici, il nous dit on a effondré entre 50 et 90% de tous les individus, de tous les grands poissons pélagiques de l'océan. La plus grosse morue fait 14 kg aujourd'hui, il n'y en a pas de plus grosse. Il y avait des morues de 200 kg au début du XXe siècle. C'est la même espèce, hein, c'est Gadus morua. Ce qui veut dire qu'aucun poisson ne peut devenir assez vieux pour grandir. Ils sont tous capturés. J'ai regardé les records du monde de poissons d'intérêt halieutique. Tous ces records sont antérieurs à 1950. La plus grande langouste, le plus grand. Il y avait des thons rouges ici, de 1 tonne. Quand vous avez un de 550 kg aujourd'hui, c'est vraiment un très très gros. Alors là, Philippe Curie nous dit aussi qu'il faut absolument laisser un peu pour les autres. Là, il a travaillé sur le Benguela et au Chili. Et il montre en fait que de surpêcher les stocks de petits poissons pélagiques effondre les oiseaux, les mammifères marins, les poissons de bout de chaîne, qui justement sont les poissons intéressants pour les pêcheurs, ils se vendent beaucoup mieux bien sûr, hein, modifient les chaînes de phyto et de zooplancton, et ceci affecte la capacité de l'océan à dissoudre le CO2. Voilà comment une surpêche locale peut amener l'océan à être moins capable de dissoudre le CO2. Vous savez que le CO2 qu'on émet, il y a 26% piégé dans l'océan. Et effectivement, le phytoplancton et les zooplanctons ont un rôle dans ceci. Ça, c'est la courbe du pH
qui a bougé de façon très, très, très légère depuis 36 millions d'années ici, puis qui est en train de s'effondrer aujourd'hui dans l'océan. On est rendu à 300 mètres. Demain, on sera au fond de l'océan. On vient de passer là, les 400 il n'y a pas très longtemps. Donc là, on a vraiment une question intéressante. Ça s'est produit dans le passé. Hein. Mais comme disait Jean-Pierre Gattuso récemment à l'UNESCO, il disait en fait, on a une situation au niveau acidification aujourd'hui, en vitesse d'acidification, qui ne s'est jamais produite depuis au moins 250 millions d'années. Ce n'est pas la valeur absolue. Hein. Température, c'est pareil. Et ça, il faut qu'on le dise, nous, qu'on soit agronome. Je le dis en permanence aux gens, ce n'est pas les valeurs absolues de température, de pH ou de pression osmotique. C'est la vitesse et l'accélération des changements qui sont préoccupants pour nous aujourd'hui. Alors, on a modélisé beaucoup ceci avec les gens de l'océan à Paris. Mais malheureusement, on n'a pas des modèles assez précis pour avoir toutes les fractions du phytoplancton, ce qui fait qu'on arrive à expliquer des choses, mais pas tout. On a du mal à faire des prévisions très précises. En tout cas, tout ceci est fortement affecté par la surpêche. Changement climatique, hein, la température, indirectement, on a vu l'acidification, la fonte des glaciers. Là, j'étais au Pérou il y a quelque temps. Notre ami qui était au Pérou, mes amis péruviens me disaient en fait que les glaciers péruviens ont perdu en 40 ans l'équivalent de ce qu'ont perdu les glaciers européens en 3 siècles. 1650-1950. Effectivement, c'est préoccupant. Les cyclones tropicaux, rappelez-vous ce qui s'est passé au Vanuatu il y a un mois, des vents à presque 400 km/h, pluie, inondation. Il a plu au Chili, hein, au sud d'Antofagasta, là où il tombe à demi-millimètre de précipitations par an. On me dit que cette année sera une année El Niño extrêmement marquée. Et ça va faire un effet de cascade dans tout, bien sûr, l'hémisphère sud. Pour ça, en Indonésie, s'ils commencent à faire à nouveau de l'écobuage, qu'ils allument leur feu et que les moussons ne viennent pas, ça s'est déjà passé une fois, hein, les feux ne s'éteignent plus ensuite. Et ça, c'est très, très... L'Inde aussi, faites attention en Inde aujourd'hui. Sécheresse, manque d'eau, ça, bien sûr, vous le connaissez très bien, vous êtes confronté à ça tous les jours. Chute de l'oxygène dans l'eau, puisque plus l'eau est chaude, moins il y a d'oxygène. On a des effets très nets, très marqués en mer Baltique en ce moment, sur les faunes de poissons plats. Et puis la remontée du niveau de la mer. Alors récemment, j'ai appris une chose que je ne connaissais pas. Parce que la remontée du niveau de la mer, on l'explique très bien de par l'expansion thermique. Hein, l'eau chaude prend plus de place, donc ça c'est la moitié de l'explication. Hein, la température est plus élevée. Je vous rappelle quand même qu'en 18 000 ans, la Terre a gagné 4 degrés. Et la mer a remonté de 125 mètres. Ça c'est bien connu, c'est bien documenté un peu partout. Hein. 125 mètres de remontée, 4 degrés de mieux. Et là, en moins d'un siècle, on va prendre 1 degré. Et on voit la remontée du niveau aujourd'hui qui est largement, au moins 3 fois supérieure à ce qu'elle était il y a encore une trentaine d'années. Le pH, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais le pH de l'océan, c'est une échelle logarithmique. L'océan est 30% plus acide. Et là, comme il est parti, il sera 50% plus acide avant la fin du siècle. Mais sur une époque très courte, ça s'est passé, mais sur des époques beaucoup plus longues auparavant. C'est ça qui est très préoccupant aujourd'hui, bien sûr. Alors, remontée du niveau de la mer, bien sûr, la dilatation de l'océan. Deuxième raison, on vient d'en parler, c'est la fonte des glaciers continentaux ou des calottes. Mais la troisième raison que j'ignorais, mais que vous devez connaître aussi, c'est ce que me disait Annie Kazdav. Elle me dit 13% de la remontée, 13 à 14% sont expliqués simplement par le pompage des nappes phréatiques profondes. Effroyable. La nappe de surface, en fait, elle se remplit, elle se vide selon la pluie, ça, c'est pas difficile. Mais en Inde, par exemple, en Tunisie aujourd'hui, le pompage de nappes fossiles qui n'auraient jamais eu accès à la mer, c'est une eau fossile, qui ne serait jamais allée à l'océan. Les volumes sont tels que ça explique 13% de la remontée du niveau de la mer. Alors là, j'avoue que j'étais quand même très bluffé. Bon, je passe rapidement là-dessus pour terminer dans les temps. Donc, les effets thermiques sont connus. Les animaux et les plantes migrent vers le nord. Les arbres, ils ont du mal à migrer. Les graminées aussi. Les rongeurs, ils courent un peu plus vite. Les primates, les mollusques, ils galopent un peu. Et puis les carnivores, et on calcule comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on montre ici, au CEF à Montpellier, il y a beaucoup de travaux très bien faits là-dessus. En gros, il y a une remontée de 150 à 200 km tous les 10 ans. Et c'est ce que les climatologues trouvent aussi sur leur modèle climatique. C'est assez cohérent. Le climat qui change en ce moment change à peu près de l'équivalent d'un décalage vers le nord d'à peu près 200 km tous les 10 ans. Alors, bien sûr, la température, je passe là-dessus. Alors, ça, c'est un travail créé par l'INRA qui vous montre que, selon les modèles, c'est dans l'est de la France, les arbres ont réussi à monter en altitude. Ils sont montés de 100 mètres. C'est pas très vieux, c'est sur 18 ans ici. Hein. En plaine, ils n'y arrivent pas. Hein. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et ça explique tous les problèmes que l'on a aujourd'hui de dysfonctionnement entre les oiseaux qui sont rendus là, il n'y a pas encore les chenilles, ou les chenilles sont rendues là, il n'y a pas encore les oiseaux. C'est compliqué. C'est compliqué. Très beaux travaux faits aussi par les équipes du CEF. Ceci amène aussi des espèces à migrer. Alors ceux-là, ils ont migré de la mer Rouge en mer Méditerranée par le canal de Suez. L'humain a fait un trou, hop, on s'engouffre dans le trou. Et il y a plus de 300 espèces qui sont passées comme ça, de la mer Rouge à la mer Méditerranée, et qui posent des problèmes. Soit ils sont venus par Gibraltar, les barracudas, ça fait une trentaine d'années, et depuis 3 ans,
au laboratoire Arago, à Banyuls, devant le laboratoire, on capture frétillantes des dorades coryphènes. Les maï-maï que vous connaissez bien aux Antilles ou à Tahiti. Jamais vu. Le labo, ça fait 130 ans que tous les jours, les types, ils vont à l'eau. Hein. Je peux vous garantir, il n'y avait aucune dorade coryphène avant 2012. Et bien voilà, on les pêche devant le laboratoire. On a pris le premier requin-tigre au Cap Bon. On n'avait jamais vu de requin-tigre en Méditerranée il y a quelques semaines, en Tunisie. Et puis il y a toute une série d'espèces. Celui-ci a complètement envahi la Méditerranée orientale. Celui-là aussi. Et pose des problèmes. Et puis bien sûr, les pétroliers géants qui trimballent leurs 100 000 tonnes, 200 000 tonnes d'eau de mer, bourrées de microméduses, de bactéries, de microalgues, qui entraînent des efflorescences toxiques, qui posent de gros problèmes. Hein. J'étais à Oman il y a quelques temps, et le Premier ministre me disait, je ne comprends pas, monsieur le professeur, on n'a jamais eu de marée rouge à Oman. Alors j'ai pris par la manche et je l'ai amené devant la fenêtre. Il y avait 16 tankers géants qui battaient pavillon Rotterdam, Le Havre, qui chacun avait balancé 100 000 tonnes, 200 000 tonnes, 300 000 tonnes d'eau de mer, bourrées de micro-organismes. Ces gens-là ont les moyens de traiter leur cuve. Voilà une vraie question, effectivement. Et là, les scientifiques doivent le crier, ceci, pour qu'on prenne les mesures qu'il faut, bien sûr. Un très beau travail d'essence participative, fait aussi en partie à Montpellier, que j'aime beaucoup. Ça, c'est un travail merveilleux parce que ce travail a été fait grâce à 10 000 participatifs, 1,5 million d'heures d'observation. Quel labo peut se payer ça, hein? Personne. Hein? Et démontre que sur 18 ans, nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord et nos papillons 114. Et il conclut, pour 1 degré de plus en Europe, on devra faire 250 km. Ils vont partir. Alors ça, c'est facile pour un oiseau, un papillon, ça va. Pour un petit nématode ou pour un tardigrade, il va falloir qu'il galope. Hein. Tardigrade, comme il s'adapte bien, il va rester là, mais c'est vraiment des questions extrêmement importantes. Voilà, ça c'est les conclusions récentes que la France a produites sur le secteur. 4 rapports. Celui-ci, septembre 2014, c'est le rapport donc sur les températures et les précipitations en France dans les 50 années qui viennent. Il conclut là que l'été 2003, 15 000 morts en France, je vous rappelle, hein, ça sera l'été tout à fait banal entre 2032 et 2040. Ça, c'est la remontée du niveau de la mer, la Camargue, la Basse-Normandie, l'Aquitaine, tout ça va disparaître. Ça, c'est un travail qui a été fait sur adaptation des Français au dérèglement climatique. Et c'est le dernier qu'on rend cette semaine à Ségolène Royal. C'est les impacts du dérèglement climatique et des pertes de biodiversité sur la santé des Français. C'est le Haut Conseil à la santé publique qui a fait ça. Donc ces rapports sont disponibles. Vous pouvez les télécharger sur le site du MED. Donc ça, chaque pays devrait faire ce genre de travail, bien sûr. La ville, à Montpellier, quand je vois les précipitations à Montpellier, je commencerai par enlever tous les parkings de supermarchés, déjà, hein, où je ferai des gros trous dedans, hein, pour que l'eau puisse effectivement s'infiltrer dans les sols. 4 thermiques de Paris, août 2003, 15 000 morts dans le nord de la France, entre les zones boisées bleues et les zones de béton pur rouge, 6 à 8 degrés d'écart. Donc ça, c'est vital, ramener de la végétation en ville, c'est absolument fondamental. Les trames vertes, hein, les trames bleues, puis nos petits collègues qui se baladent. Hein. Lui, il est banal maintenant à Montpellier, celui-là. Il y en a partout. Il y a eu des premiers cas de chikungunya à Banyuls il y a quelques temps, et puis on a de la dengue qui s'installe aussi en ce moment. C'est vrai que tout ça va voyager, bien sûr, avec ce climat qui change. Juste une image de l'Inde pour vous montrer comment ce pays résume un peu tout ça. J'arrête dans 5 minutes. Bengaluru. J'étais avec les écologues indiens là, au mois de mars. Ça a été fascinant pour moi comme modèle. C'est horriblement sale, horriblement sale. Tout à l'heure, j'ai adoré ce qu'on a dit sur les déchets, parce que l'Indien est très propre sur lui, hein, et dans sa maison. Mais dès qu'il sort, voie publique, hein, la définition de l'ADEME, je jette tout dehors. Et donc, il y a les chiens qui viennent bouffer les poubelles. Alors, vous imaginez l'odeur aussi quand il fait 35 degrés dehors. Hein. Donc, tout ça vit dehors. Puis, on est en Inde, donc au centre de Bangalore, 10 millions d'habitants. Hein. Les vaches mangent quoi? Des sacs en plastique. Voilà, vous avez les poulets, les dindons, les canards qui se baladent. Donc, cohabitation entre 10 millions d'humains et puis les animaux domestiques. Et puis, s'invite la faune sauvage aussi. Hein. Les sangliers qui arrivent. Vous me direz, les sangliers rentrent dans Bordeaux, j'ai vu récemment, il y en avait. Donc, ça va venir chez nous aussi. Par contre, les macaques, c'est moins fréquent en France quand même. Hein. Mars 2015, en plein centre-ville de Bangalore, en plein centre-ville, dans le jardin. Chacune a fait son bébé, là. C'est la reproduction à ce moment-là. Et puis, ils viennent dans le jardin, puis ils jouent. Ils sortent de la forêt, ils rentrent dans le jardin. Et puis, je suis arrivé un lundi matin. J'ai été hébergé par un ami qui dirige le CNES à Bangalore. Il m'appelle le mardi soir. Il dit, Gilles, viens vite, il y a un truc qui bouge dans le jardin. Le chien crie dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Génial. Une femelle de King Cobra, comme ça. J'étais ravi. Une énorme femelle de cobra. Et je dis que je te l'attrape parce que c'est dangereux pour les petits-enfants. Et j'en ai rattrapé une autre 3 jours après. Beaucoup plus dangereux que le cobra, la vipère de Russell.
Elle doit faire 8 à 10 000 morts par an en Inde. Hein. En Inde, il y a 400 morts par les éléphants, 40 par les tigres, il me disait. Donc ce n'est pas le tigre qui est le plus dangereux, loin de là. Hein. Et de temps en temps, puisqu'on est en pleine ville, eh bien, de temps en temps, comme il y a des chiens, il y a la panthère qui s'invite et qui mange un chien. Voilà. On a un plein centre d'une ville de 10 millions d'habitants. Hein, ça vous montre effectivement ces relations entre l'humain, cette faune domestique, et cette faune sauvage que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant de conclure. Bon, ça, c'est toutes les maladies qui nous gâtent. Il y a un livre qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle « L'homme malade de lui-même » chez Belin, écrit par un médecin de l'INSERM, où il reprend toutes les nouvelles maladies en France depuis 1940. Donc maladies infectieuses, maladies auto-immunes, maladies allergiques. Tout ça, bien sûr, change considérablement avec les fluctuations du biome intestinal. Alors qu'est-ce qu'on sauve? Les ONG, on sauve ça. Parce qu'ils sont beaux, ils ont des beaux yeux bleus, ils ont des grands cils, ils sont chauds, ils sont doux. Il faut les sauver absolument. Nous, vous savez, on a vu le râteau nu tout à l'heure, là, et puis le truc qu'on avait. Il faut sauver le vrac. Hein. Et j'ai même mis une puce exprès. Tout ça à cause de la prolifération d'un truc. Là, ça, c'est la plage de Banyuls. Ça, c'était en août. Alors, j'ai fait une enquête là parmi. Je fais des sciences sociales quelquefois. Avec l'âge qui vient, on devient plus sciences sociales qu'auparavant quand on est un écologue. Vous venez d'où? Alors, il y avait des Belges, il y a des Anglais, il y a des Bretons, beaucoup de Parisiens, quelques Italiens, quelques Allemands, des Hollandais, bien sûr. Et puis tous, à 17h23, on va se tremper dans l'eau ici, où sans faire la mesure, vous imaginez le taux de streptocoque féco qu'il y a dans la flotte ici. Et ils ont économisé 6 mois pour faire ça. Ils ont le même comportement tous les ans depuis 20 ans. Voilà. Et c'est ce que donc, notre ami avait appelé Homo sapiens. D'ailleurs, quand il appelle Homo sapiens, notre ami Linné, on a appelé des bestioles atrox, férox, horribilis, horridus, goulot, le glouton. Et nous, on s'appelle sapiens. Je ne sais pas, moi, si en regardant le journal ce matin, en venant vous voir, là, j'avais très envie de trouver que le premier adjectif qui nous caractérisait, c'était l'homme qui sait, hein, ça c'est sûr. Alors, je vais finir, je vais passer là parce que je vais terminer maintenant. Alors ça, c'est quelques penseurs qui, avant qu'on fasse de l'écologie, déjà dénonçaient le problème de l'humanité, développement gigantesque de la vie extérieure. Et ils concluaient, 1915, hein, si elle veut survivre, moi je ne vais pas jusque-là, mais si elle ne veut pas être en trop mal-être, une transformation radicale de la nature humaine est indispensable. Bon, je vais passer rapidement là-dessus. C'est notre ami Jacques Weber, notre Cyradien adoré, là, qui racontait ça, en fait, à l'horizon des histoires politiques demeure très court. Le problème aujourd'hui, c'est que les riches veulent rester riches et les pauvres veulent devenir riches. Et ça, sur une planète finie, c'est quand même un sacré problème. Donc ça relance tout le débat sur les questions qu'on se pose ici. Et le monde politique est incapable de répondre à ces questions, puisqu'ils ont effectivement un délai très court. Si l'obsession, c'est la réélection, on ne prendra jamais les mesures qu'il faut prendre pour régler nos questions. La nature n'a pas de valeur. Comment on passe, disait Jacques, d'une économie anthropocentrée à une économie écocentrée? Comment gérer cette fameuse tragédie des communs, ces biens communs, si on arrive à les détruire, avec les pays du Sud qui ont le droit, bien sûr, à se développer. Donc tout ça, c'est très cyradien, tout ça. On est en plein dans les réflexions. Alors maintenant, on essaye de copier des schémas d'écologues, ou l'inverse, je préfère ça, copier des schémas de développementeurs, je ne sais pas comment on dit, d'économistes sur les schémas des écologues. Et puis pour un écologue, la question elle est que là, en fait. On a des écosystèmes marins et terrestres qui sont structurés. Sont-ils suffisamment structurés pour résister aujourd'hui? Et puis s'ils ne sont pas détruits, résilier aux agressions que l'humanité leur fait subir? La question est là. Tout est là. Est-ce qu'on est capable d'imaginer ceci aujourd'hui, de travailler? Comment ça, c'est Jacques Blondel qui parle de ça ici au CEF. Est-ce qu'on est capable effectivement de pouvoir imaginer les shifts dans les écosystèmes que l'on rencontre partout aujourd'hui? Je vais passer là-dessus et je vais finir. Voilà le contexte général dans lequel on est. C'est pas très glorieux quand même. Hein. Ça, c'est les primes d'assurance vendues qui sont données pour les désastres internationaux, qu'ils soient d'origine humaine ou non humaine. Le maire de l'île de Sein, c'est très bon parce que mars 2008, tempête du siècle à l'île de Sein. Du goémon sur le coq du clocher de l'église. Bon, moi, je note, j'aime bien ça. Avril 2014, retempête du siècle. Alors, j'écoutais, il y a un problème là, parce que 2 tempêtes du siècle en 6 ans, il faut revoir vos critères. Et le maire disait récemment, je pense qu'on va devoir évacuer l'île de Sein. On n'est pas à Kiribati, hein. On est en France, là. Voilà, c'est ça qui nous guette si on ne fait pas attention. Puis je vous rappelle qu'ici, là, il y a 13 km entre l'Afrique et l'Europe. Tout à l'heure, on disait 2 milliards d'humains en Afrique à l'horizon 2050-2080. Ce sont des vraies questions pour nous et c'est notre métier de tous les jours de réfléchir à tout ceci. Problème de ressources alimentaires, problème de tempêtes, d'inondations, de sécheresse, de manque d'eau. C'est ce colloque qu'on avait fait au Collège de France il y a juste un an et qui va sortir sous forme d'un livre chez Buchet-Sastel. Il va s'appeler cette fois-ci « L'humain peut-il s'accepter lui-même » Le seul danger sur l'humain, c'est l'humain. Et ça sera ma dernière dia. J'aime beaucoup Edgar Morin. J'étais avec lui il y a 10 jours.
Et regardez ce qu'il écrivait. Le vaisseau spatial Terre est emporté par un quadrimoteur, la science, ça c'est nous, la technique c'est nous, l'économie c'est quelquefois nous, pas beaucoup, et le profit. On a beaucoup parlé de ça aujourd'hui. Économie, profit, science, technique. Et chacun de ces moteurs, disait-il, est profondément ambivalent. Ça peut être très bénéfique pour l'humanité ou très maléfique à l'inverse. Et puis il dit après, pour tout humain comme nous dans la salle ici, qui lit, qui écrit, qui se cultive, qui regarde, qui écoute, il dit en fait aujourd'hui, le probable est catastrophique. Il est que nous allons vers l'abîme. Et puis heureusement, il rajoute en dessous, ce qui me donne encore de l'espoir, pourtant il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire humaine. Le futur n'est jamais joué. Tout est là aujourd'hui. C'est comment nous influtons sur le système pour que ceci ne se produise pas. On peut faire quelque chose. Il faut se dépêcher, mais ça demande aussi une transformation interne. Il parle de métamorphose et il parle en fait, il nous manque la conscience d'humanité planétaire, pas égoïste chez soi. Il terminait en disant, on n'est certainement pas sapiens, on est toujours homo faber, pas mal démence en ce moment, et on a intérêt à devenir sapiens. Voilà, merci.